Bonsoir à tous et bienvenue à ce live conseil. On peut patienter juste 5 minutes pour attendre. On peut patienter juste 5 minutes et pour attendre les retardateurs, ceux qui viendront nous joindre à ce live. Nous allons juste patienter 2 minutes et on va commencer le live, s'il vous plaît. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous allons parler aujourd'hui de la protection subsidiaire. Nous patientons encore 1 minute et nous allons commencer, même si nous sommes tout peu, donc nous allons commencer s'il vous plaît. On attend juste un peu le retardateur. Merci à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, nous allons parler en fait, d'un thème qui s'appelle la protection subsidiaire. Bien, en 1 minute, et nous allons commencer le live. D'adieu. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, au fait, nous allons parler de la protection. Merci pour les cœurs. La protection subsidiaire, c'est un autre thème en fait. Nous allons parler de la protection subsidiaire. Avant toute chose, c'est quoi la protection subsidiaire? Nous allons voir comment l'obtenir et nous allons voir les processus pour obtenir cette protection et encore la définir aussi. Qu'est-ce que la protection subsidiaire et quels sont aussi les droits une fois l'obtention de cette protection, quels sont les droits que l'étranger acquis lors de la protection subsidiaire, une fois obtenu la protection subsidiaire. Avant toute chose, il faut savoir que la protection subsidiaire est une protection internationale qui est accordée à tout étranger qui ne remplit pas la condition d'obtention du statut de réfugié. Nous allons tous passer, même je vais vous montrer aujourd'hui tout en détail. La protection subsidiaire, elle est une forme d'une protection internationale. C'est une protection vraiment internationale accordée à un étranger qui ne remplit pas les conditions d'obtention
du statut de réfugié. Nous allons entrer vraiment en détail. Mais cet étranger, il faut savoir qu'il subit des risques, atteintes graves de son pays d'origine. Merci. Donc, la protection subsidiaire, merci vraiment pour tout. Merci pour vraiment tout. Merci. La protection subsidiaire, c'est juste une forme d'une protection internationale. C'est une protection internationale. Officiellement, on va entrer vraiment après dans tous les détails. La personne aussi, elle craint. Mais on va voir les conditions. Pourquoi on attribue la protection subsidiaire? Elle craint à sa vie, elle craint à tout, à des menaces, mais elle n'a pas rempli les conditions du statut de réfugié. C'est pour cela qu'on lui donne la protection. Elle permet aussi à des individus de séjourner légalement et de travailler aussi légalement dans le pays d'accueil. Mais pour une durée vraiment pluriannuelle, c'est de 4 ans. Merci pour tous les cœurs, merci. Donc, la protection subsidiaire, on accorde à un étranger qui, lui, il ne remplit pas les statuts de réfugié. On va voir les statuts de réfugié aussi après, mais on va faire même plein de lives maintenant, dans 2-3 jours, plein de lives sur d'autres thèmes. Le statut de réfugié, elle est définie par la Convention de Genève de 1951 avec 5 cas, mais on va venir. Elle ne remplit pas cette condition, mais il y a d'autres cas. Menace de mort, violence à l'aveugle, il y a beaucoup de choses. Crainte à sa vie. Donc, c'est ça. La personne aussi craint à sa vie. C'est ça, on lui obtient. Bien. Ici, vu qu'on est en France, on prend juste le cas de la France. On est vraiment en France. On peut obtenir des protections partout. Hein. L'ONU, UNHCR, on peut obtenir des protections dans des frontières, partout. Mais notre cas est spécifique ici. Nous sommes en France. Et les personnes qui font vraiment des demandes d'asile, les demandeurs d'asile, ils déposent leur demande d'asile. On va venir aussi, on va décortiquer tout, comment même les étapes pour obtenir une demande d'asile. Aujourd'hui, c'est vraiment long, on va voir. Donc, et il y a 2 types de protection. Entre guillemets, moi je peux dire qu'il y a 3 types de protection aussi. L'apatridie, être apatride, ou bien statut de réfugié, ou bien la protection subsidiaire. Tout ça, si on est en France ici, la juridiction, ça s'appelle l'OFRA. La juridiction administrative qui s'occupe de ça, qui gère ça, ça s'appelle l'OFRA. Mais aujourd'hui, on est juste sur la protection subsidiaire. On parle que de la protection subsidiaire. Donc, nos demandeurs d'asile, après un parcours de combattant, quand ils déposent, merci pour tout, vraiment, merci vraiment pour vos cadeaux. Après ce parcours de combattant, ils obtiennent officiellement, quand ils déposent leur dossier, c'est pour obtenir le statut de réfugié. Mais la juridiction, l'OFRA, le directeur, après tant de parcours, après les audiences, après l'entretien, après tous les parcours, après toutes les étapes, il voit que la direction de l'OFRA, le directeur, l'OFRA voit que non, pour avoir le statut de réfugié, il y a 5 critères. Votre histoire doit réfléchir 5 cas. Race, religion, ethnie, appartenance à un groupe social, il y a plusieurs cas. Mais le statut de réfugié, c'est une statut qui est définie par la Convention de Genève. On va 1950. Donc, eux, ils étudient, ils vont voir l'histoire, ils n'entrent dans aucun cas. Merci pour tout, vraiment merci pour vos cadeaux, vraiment merci pour tout, vraiment bien. Donc, eux, ils étudient, ton histoire n'entre dans aucun cas. Tu as ni un problème de race, problème d'ethnie, problème de religion, problème d'un groupe appartenance. Est-ce que tu n'es pas LGBT, tu n'es pas appartenance sociale? Tu n'as pas un groupe de nationalité, ton problème n'est pas entré dans la nationalité. Tu n'es pas, par exemple, ton problème n'est pas entré dans le lien politique. Tu n'es pas, par exemple, un grand militant, quelque chose. Ils étudient tous les cas, ils voient tous les cas. Merci pour tous les partages des vidéos, merci. Donc, s'ils étudient tous les cas, ton histoire ou quoi que ce soit n'est pas entré dans ce cadre-là de statut de réfugié, c'est ça, ils t'offrent la protection subsidiaire. Mais au moins, ils vérifient que ton histoire est avérée, il est juste, il est dans l'actualité. Ce n'est pas des histoires imaginaires à dormir debout. Donc, ils t'offrent la protection subsidiaire. C'est juste ça. Premièrement, quand on dépose, c'est le statut de réfugié qui est vu. En premièrement. Merci vraiment pour tout, vraiment merci vraiment pour tout. Donc, après, il t'offre, donc c'est la deuxième forme de statut, la deuxième forme d'une protection internationale. C'est ça, la protection subsidiaire. On va entrer vraiment dans tous les détails après. Vraiment tout, on va décortiquer la protection subsidiaire, c'est quoi, les titres, tout, comment faire, comment on fait, on dépose la demande d'asile d'abord pour obtenir cette protection et tout.
Tant que la personne craint pour sa vie, menace grave de son pays d'origine, elle peut demander, elle peut déposer une protection, elle peut déposer la demande d'asile. C'est un parcours vraiment de combattant qui prend presque 2 à 3 ans, voire 4 ans pour obtenir vraiment une vraie réponse. Maintenant, avec la dématérialisation, comme ils disent, la dématérialisation c'est autre chose. Je pense qu'il y a la dématérialisation aussi maintenant. 10 grosses têtes des associations militantes de défense des droits de l'homme, les CIMAD, les France Terre d'Asile, ils ont amené le gouvernement et l'État, au fait, parce que la dématérialisation fait vraiment des vagues. Donc, c'est la deuxième forme de protection internationale. Elle permet à l'étranger, aux demandeurs, d'obtenir un titre de séjour d'une durée de validité de 4 ans. La protection subsidiaire, tu obtiens un titre de séjour d'une durée de validité de 4 ans. Et un TVE, un titre de voyage étranger. On va entrer entre guillemets pour ceux qui connaissent, comprennent pas. C'est un équivalent à un passeport. Mais ce n'est pas un passeport, mais c'est vraiment un passeport. Donc, un passeport, on va aussi entrer en détail. Des personnes ayant une protection subsidiaire ont le titre de voyage, leur durée de validité aussi 4 ans. Et parallèlement, les personnes ayant obtenu le statut de réfugié ont un titre de voyage de 5 ans. Le titre de voyage remplace le passeport qui vous permet de voyager, séjourner et tout. Vous déplacer à l'étranger et revenir et tout. Tout ça pour demander, ça se passe maintenant, c'est sur ANEF étranger, Administration nationale pour les étrangers en France. Bien, on entre vraiment au vif du sujet. Merci pour tous ceux qui nous rejoignent et merci pour tout. Bien, et vos cœurs, vos cadeaux. Qu'est-ce que la protection subsidiaire? Je vous ai dit, il existe, c'est une forme d'une protection internationale. C'est une protection internationale. La personne qui a acquis cette protection, c'est une protection internationale qui permet à un étranger, une personne, d'obtenir une protection de la part d'un État lorsqu'il est exposé à des risques de persécution de son pays d'origine. Je vais vous donner un exemple. Violence à l'aveugle, la guerre, des trucs comme ça. La personne n'a pas demandé une guerre, une violence à l'aveugle ou bien des enlèvements, des trucs. Donc, j'ai une protection. Mais ici, pour demander cette protection, la juridiction, ça s'appelle l'OPRA. On va entrer vraiment ici. Une fois cette protection acquise, elle se décompose en 2 parties. Première partie, l'étranger ayant obtenu cette protection internationale, qui s'appelle, la catégorie maintenant c'est protection subsidiaire, obtient un titre de séjour qui lui permet de résider, de travailler en France. Parce que notre exemple, notre cas c'est en France. Nous sommes en France. Je vous ai dit, il y en a beaucoup. On peut trouver même une protection en étant chez soi, dans des frontières, avec les UNHCR, partout. Mais nous, on a pris notre cas, c'est en France. La durée de validité, c'est 4 ans de titre séjour, qui te permet de travailler, de vivre. Merci pour tout, Dadio. Vous partagez les lives, là. Merci pour tout. Et une fois cette protection acquise, elle ouvre le droit à un titre de séjour d'une durée de validité de 4 ans qui permet de travailler, de séjourner légalement, sans avoir une autorisation de travail. Une fois cette protection acquise, elle permet aussi d'obtenir un titre de voyage étranger qui remplace le passeport. Donc un titre de voyage étranger qui permet de voyager à l'étranger et venir. Entre guillemets, pour ceux qui ne connaissent pas, le titre de voyage, c'est tout. Ça ressemble même, entre guillemets, je vous assure, ça ressemble même à un joli passeport français par chocolat, mais c'est écrit juste titre de voyage étranger. Elle permet de voyager et tout. De sortir en France et de revenir en toute légalité et tout. Et une fois la personne qui a obtenu une protection subsidiaire, la durée de validité de son titre de voyage, c'est de 4 ans. Pourtant, la personne qui a obtenu le statut de réfugié, la durée de validité de son titre de voyage, c'est 5 ans. Il faut savoir, le titre de voyage, ça remplace le passeport. Et pour ceux qui ne connaissent pas, la personne qui a été protégée ne peut plus jamais demander quoi que ce soit à son consulat, à son ambassade, ni à son pays d'origine. Donc, entre guillemets, c'est l'OPRA qui se substitue.
Office française de protection des réfugiés et des apatrides, qui se substitue entre guillemets à la mairie, à tout. L'acte de concubinage, l'acte de mariage, l'acte de décès, il y en a tout dans les onglets. L'acte de naissance, c'est l'OPRA qui se constitue en tout. Même une fois la protection acquise, hein, maintenant on délivre via l'espace, là, on vous délivre votre nouvel acte de naissance français. C'est une acte de naissance reconstitué, avec République française et tout. Maintenant, on va voir la protection subsidiaire, on va voir son contenu, la durée de validité et le renouvellement du titre de séjour. Le titre de séjour obtenu dans le cadre d'une protection subsidiaire permet aux bénéficiaires de résider sur le territoire français en toute légalité, de travailler aussi sur le territoire français sans besoin d'une autorisation de travail, en tant que salarié ou non. Et c'est, comme je vous ai dit, c'est un titre, merci pour tout, c'est un titre, c'est la carte de séjour, c'est la carte de séjour pluriannuelle, d'une durée de validité de 4 ans. Et la mention, c'est écrit bénéficiaire de la protection subsidiaire. La mention, merci vraiment pour tout. La mention, c'est écrit bénéficiaire de la protection subsidiaire. Sur les titres de séjour, la première page, c'est le recto, il y a des mentions. Quelqu'un qui est étudiant, on écrit étudiant. Quelqu'un est salarié, on écrit salarié. Membre de famille, Union européenne, il y a tout. Donc cette mention, c'est écrit bénéficiaire de la protection subsidiaire. Celui qui est réfugié, derrière, ils écrivent réfugié de tel pays. Réfugié tant. C'est comme ça, c'est écrit. Donc, qui peut obtenir la carte de séjour mention protection subsidiaire? Toute personne qui remplissent les conditions pour obtenir, et même leurs membres de famille. Mais comme je vous ai dit, la protection subsidiaire, premièrement, la personne dépose une demande d'asile à l'idée d'obtenir le statut de réfugié. L'administration, l'OPRA, étudie d'abord les conditions d'obtention du statut de réfugié. Que je vous ai dit, c'est dans 5 domaines. Votre histoire doit toucher soit race, ethnie, religion, nationalité ou appartenance à un groupe social. LGBT, gay, tout, vous m'excusez des termes, tout. Donc, une fois qu'ils étudient tous ces cas, mais ça n'entre pas dans ces cadres-là, c'est ça, ils délivrent la protection subsidiaire. N'ayez pas peur, la protection subsidiaire c'est pareil, vous avez les mêmes protections, c'est une protection internationale, sauf simplement les durées de validité diffèrent. Le statut de réfugié donne droit à un titre de séjour de 10 ans, pourtant la protection subsidiaire donne droit à un titre de séjour de 4 ans. Le statut de réfugié donne droit à un titre de voyage de 5 ans, pourtant la protection subsidiaire donne droit à un titre de voyage de 4 ans. C'est juste ça, vous avez les mêmes droits, c'est juste les durées de validité change. Ça, on sort un peu du cadre de notre thème. Je prends un exemple. Ça, c'est un cas qui est venu lors de nos permanences. Madame X, de nationalité Y, elle a obtenu une protection internationale des statuts de réfugié. Ça, on entrecadre les statuts de réfugié depuis une dizaine d'années. Madame X, on ne veut pas entrer dans les noms, et elle vient d'un pays Y, mais elle a obtenu une protection depuis X années. C'est le statut de réfugié qu'elle a obtenu. Elle a séjourné, vraiment, elle a renouvelé même 3 fois. Elle a obtenu sa protection depuis 2002. Protection internationale. Elle a le statut de réfugié depuis 2002. Aujourd'hui, on est en 2025. Elle est passée, c'est pas un samedi, il y a longtemps. Ça, c'est une histoire que je dois vous raconter un peu. Il y a longtemps, elle est passée parce que notre association, on a des permanences tous les samedis de midi à 15h. Elle est passée à l'association. Maintenant, elle dit, ça fait presque 15 ans, je vous ai dit, madame, elle s'appelle Madame X, mais elle est d'originaire d'un pays Y. Ça fait maintenant presque 20 ans, elle a renouvelé son titre là depuis 2 fois même, les 10 ans là, 2 fois. Ça fait presque 20 ans, j'ai pas vu mes filles. Mes filles ont même grandi. Parce qu'elle ne peut plus retourner dans son pays Y. Je m'en excuse parce que je veux taire les noms des pays, parce que c'est ça pour ne pas avoir de conflits. Donc, elle dit elle ne peut plus retourner dans son pays Y. Mais elle n'a pas vu ses filles grandir. Maintenant, elle a ses filles qui ont une vingtaine d'années. Et maintenant, l'une de ses filles,
est tellement malade. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Maintenant, elle est venue, elle dit que maintenant, elle ne veut plus les statuts de réfugiés. Comment faire? Maintenant, parce que le statut de réfugié a été attribué à Madame X durant son parcours de combattant de demande d'asile. Il y a une histoire derrière. Madame X avait dit dans des histoires qu'elle craignait de son pays d'origine. Et maintenant, elle veut retourner. Donc, soit on fait un changement de statut. Certains qui veulent nous ajouter ou dire leur retour d'expérience, vous pouvez appeler. Soit elle fait un changement de statut, soit elle fait la rénonciation. On peut renoncer personnellement. Il y a dans l'espace de l'OFRA, il y a des formulaires de rénonciation des statuts. On renonce à des statuts. Elle peut faire un changement de statut pour chercher un titre de séjour vie privée familiale, que j'ai fait plusieurs lives dessus, ou soit elle change de statut, elle va à un autre statut. Donc là, elle peut retourner. Ou soit, si c'est un cas gravissime, elle peut demander à la préfecture, écrire un courrier avec tous les justificatifs à la préfecture de son pays d'origine pour qu'on lui délivre un laissez-passer pour une durée limitée. Souvent, c'est 1 mois, 30 jours. Elle peut demander un laissez-passer pour expliquer un cas grave. Ma fille est hospitalisée, non, on est un cas grave, avec tous les justificatifs. Parfois, on peut la laisser. Mais parce que souvent en général, c'est vrai, justifié, les préfectures acceptent. Ou soit elle fait une renonciation, ou soit encore, elle fait changement de statut, elle va dans sa vie privée familiale, un autre statut, ou soit elle dépose la naturalisation française via décret pour obtenir la nationalité française. Là, Madame X peut retourner dans son pays d'origine avec un passeport français, mais en étant demandeur, en étant avec les statuts de réfugié, Madame X ne peut plus retourner, malheureusement. Ça, c'est une petite parenthèse. C'est juste ça pour vous expliquer un peu. Parce que l'histoire retourne que la personne craint des menaces, des persécutions et des trucs dégradants, inhumains du coup, de son pays d'origine. C'est pour cela. Bien, qu'est-ce qu'on parle? On parlait de la... Revenons à nos moutons. On parlait aujourd'hui de la protection subsidiaire. L'étranger qui a acquis cette protection, la France l'a protégé via l'OFRA. Elle a un titre de séjour d'une durée de validité de 4 ans. Renouvelable à chaque fois que la protection existe, les menaces existent, le truc, elle est renouvelable. Mais encore, je dis, peu importe un titre de séjour, la loi dit quand on renouvelle 2 à 3 fois, on peut demander une carte de résident de 10 ans. Donc cela. Et la carte de séjour, mention protection subsidiaire, peut être renouvelée au bout de les 4 ans. Et encore, tant que les risques là, y sont encore, la personne peut renouveler autant de fois. 2, 3 fois, j'en suis sûr, la 3e fois, la personne obtiendra carte de résident de 10 ans. Et si encore la personne est toujours protégée, merci pour tout. Si encore la personne est toujours protégée, subsidiairement, au bout de 4 ans, et que vous voulez séjourner encore de manière régulière sur le territoire français, durant ces 4 ans d'année, vous pouvez obtenir une carte de résident, je vous ai dit, de 10 ans. Et la carte de résident, sachez que n'importe qui a une carte de résident de 10 ans, la loi dit que c'est une carte de résident de plein droit. Plein droit, ça veut dire que les 10 ans là, si ça termine, on vous renouvelle automatiquement. Tant que les conditions là existent encore, on vous renouvelle encore 10 ans. Ça s'appelle plein droit. Mais il y a une condition. La personne qui détient la carte de résident de 10 ans ne doit obligatoirement pas être hors territoire français 3 ans. Vous pouvez être, parce que durant les 3 ans, si vous êtes hors territoire français, vous ne cotisez pas, vous ne travaillez pas, donc durant 3 ans. Soit vous devez faire une demande. Si vous voulez dépasser les 3 ans, vous faites un courrier, une demande à l'administration. C'est toujours à la préfecture pour prolonger votre durée. Mais si par exemple vous restez 3 ans, dépassant 3 ans sur le sol français, après l'expiration de votre carte de résident de 10 ans, elle n'est plus de plein droit, on ne vous renouvelle plus. Soit on vous donne une année, ou soit vous perdez son plein droit, vous perdez la validité, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. C'est une carte de plein droit,
vous pouvez juste rester hors territoire français 2 ans, au max 2 ans et demi. Mais pas 3 ans. En fait, c'est la loi, malheureusement. Bien. Et en plus, quand la carte, si la personne obtient un titre séjour, mention vie privée, mention protection subsidiaire, pour la renouveler, vous devez en faire la demande 2 mois qui précède la date d'expiration. Toujours, elle se passe sur notre cher espace ANEF étranger, Administration nationale pour les étrangers en France. Ça, c'est pour le renouvellement. Et il faut savoir que parfois, si vous avez cette carte de séjour, on parle de protection subsidiaire. La carte de résident vous sera automatiquement attribuée si vous renouvelez. C'est l'administration seulement qui étudie. Elle vous renouvelle donc. Bien. Je vais vous montrer comment obtenir cette carte de séjour mention protection subsidiaire. Merci pour tout. Bien. Il faut faire la demande. Si par exemple la personne est déjà protégée, l'OFPRA a envoyé la lettre que vous êtes admis à une protection subsidiaire, la lettre de l'OFPRA qui dit que vous avez obtenu la protection et tout. Donc, c'est une lettre avec tous vos trucs, hein, donc c'est juste ça. Donc, une fois que donc, il faut faire la demande auprès de la préfecture de votre domiciliation ou bien via l'espace maintenant ANEF étranger. L'ANEF, si la personne n'a pas, on peut la créer avec votre numéro étranger. Le numéro étranger, c'est un numéro qui commence souvent par notre département. Ici, nous sommes à Marseille, c'est le 13. Ce qui est bon à savoir, il faut vraiment les personnes qui obtiennent une carte de séjour de protéger ou de protéger la protection subsidiaire, mention protection subsidiaire, peuvent bénéficier souvent, merci pour tout, souvent elles peuvent bénéficier des accompagnements, des recherches d'emploi et tout. En fait, souvent après, si vous sortez de cette protection, en général, en fait, en pratique, il y a des demi-journées. En fait, on vous convoque au niveau de l'OFI, vous allez signer un CIR, contrat d'insertion républicaine. Il y a une demi-journée et l'OFI voit vos niveaux. En fait, un CIR, c'est juste une demi-journée. Ils vont vous projeter des vidéos. La France est un pays laïque, c'est une république, la liberté, c'est ça. On vous explique ce que c'est que la France en général. Vous allez signer que vous respectez toutes les lois de la République. Et une fois que vous signez, ça s'appelle CIR, contrat d'insertion républicaine. Et une fois que vous signez cela, après, ils vont évaluer en fait, vos niveaux de français pour déterminer. Certains, par exemple, des personnes qui ont un niveau universitaire, ils sont dispensés. Des personnes ayant fait des longues études, je vous donne un exemple, un journaliste qui vient, mais il a obtenu le statut de réfugié. Un journaliste, c'est une personne qui a, imaginons, il a un master X, il est dispensé des CIR. Ils vont vous donner, mais d'une personne qui est par exemple, un Soudanais qui vient et qui ne connaît pas le français, ils vont évaluer votre niveau pour voir, soit vous donner 400 heures de français, 600 heures de français, et ils vont vous envoyer dans une structure sociale qui va vous accompagner. C'est des structures souvent avec des programmes. À Marseille, ici, l'association, ça s'appelle Envergure. C'est une association qui suit les gens avec des programmes en fait. Il y a des programmes, il y a des... Ça, c'est l'OFI qui vous envoie directement pour un accompagnement social et tout. Pour recherche d'emploi, vous allez vous inscrire au niveau de France Travail, ils vont vous inscrire, tout. Et une fois que la personne aussi elle est protégée, vous saviez que au niveau de votre ISPADA, vous avez une durée de validité de 6 mois. Après l'ISPADA, vous rayez de la liste, vous envoie, vous n'êtes plus suivi par l'ISPADA. L'ISPADA, c'est les structures de premier accueil pour demandeurs d'asile. Vous allez chercher soit votre logement ou aller faire une autre domiciliation dans des CCAS, dans des MDS et tout. Merci pour tout. Bien. Encore, merci pour ceux qui nous rejoignent encore. Encore, on va parler du titre de voyage maintenant. Le titre de voyage, il faut savoir que la personne qui est protégée, elle est protégée, ça signifie qu'elle n'a plus besoin d'aucun document venant de son pays d'origine. Donc, titre de voyage fait office d'un équivalent à un passeport. Mais ça serait le passeport de pays d'accueil, pas votre pays d'origine. Donc, comme je dis, le titre de voyage permet simplement
de sortir à l'étranger, de voyager, vous permet de voyager, de sortir et de revenir en France. Et le titre de voyage, équivalent pile poil, ça ressemble textuellement à un passeport français, mais c'est écrit juste titre de voyage étranger. C'est écrit pile poil titre de voyage étranger, et vu que la personne est protégée subsidiairement, titre de voyage, la durée de validité, c'est 4 ans. Donc, elle se matérialise, c'est juste titre de voyage, c'est un document biométrique qui permet, c'est pareil, qui permet juste de voyager en toute légalité. Ça prend office d'un passeport. Elle vous permet de voyager de partout. Et il faut savoir, ce titre de voyage est valable dans tous les pays. C'est valable vraiment dans tous les pays, excepté votre pays d'origine, votre pays de nationalité. Si la personne elle est dans un pays Y, elle ne retourne pas avec ce truc dans son pays Y. Juste ça. Mais elle est valable, vous pouvez voyager avec partout. Partout, ce titre de voyage. Dans certains cas, au fait, et dans certains cas, d'autres pays, au fait, où le bénéficiaire peut craindre la persécution, par exemple son pays d'origine, il ne peut pas retourner avec. Bien. Comme encore je dis, le titre, merci pour tout, le titre de voyage est valable 4 ans si le bénéficiaire possède une carte pluriannuelle des statuts en protection subsidiaire. Encore, elle est valable 5 ans. Ça, c'est des différences. Si le bénéficiaire possède une carte de résident de 10 ans, ça signifie que des statuts de réfugié. Tout comme le titre de séjour, le titre de voyage, le demandeur doit le faire auprès de la préfecture et toujours sur notre cher espace ANEF étranger, notre espace de dématérialisation. Tout ça se passe sur l'espace ANEF étranger. Merci vraiment pour tout et vous êtes vraiment nombreux, donc merci vraiment pour tout. Merci. Vraiment merci pour tout. Merci pour tout. Bien. On va faire encore un joli récap. Je vais vous faire vraiment un joli récap. Tout ce que vous devez savoir sur la protection subsidiaire. Aujourd'hui, notre thème, c'est la protection subsidiaire. Je pense que le live de samedi, ça sera un live conseil. On va donner vraiment des conseils sur tout. Une fois que la personne a sur tout, on va parler de conseils sur le logement, conseils sur les cours de... C'est un conseil presque sur tout. Bien. Si vous par exemple, n'importe qui, vous pensez faire l'objet d'une menace sur votre personne ou sur votre vie, et vous ne pouvez pas prétendre en fait, à une protection de votre pays ou de votre État ou de votre pays d'origine, il est possible de faire une protection, mais il y a des conditions. Il y a des étapes même à faire. Il y en a plusieurs conditions et des étapes. Comme je dis, il y a deux types de protection d'asile, les statuts de réfugié et la protection subsidiaire. Mais moi, j'en dis souvent 3 parce qu'il y a aussi l'apatridie. Apatridie, c'est toute personne qui n'a pas de nationalité. En fait, c'est toute personne qu'aucun pays ne le reconnaît comme son ressortissant. Donc, c'est une personne qui n'a pas de nationalité, ça s'appelle un apatride. En fait, une personne a obligatoirement une nationalité, mais si elle n'a pas de nationalité, elle est apatride. Donc c'est juste ça. Bien. La protection subsidiaire, c'est aussi l'autre forme de protection par l'asile avec le statut de réfugié. Donc, en quoi consiste-t-elle? Qui peut l'obtenir?
On voit tout. Et si vous avez vraiment besoin, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à poser, vous nous appelez, on va vraiment... Nous vraiment, nous sommes ouverts, hein, donc c'est juste ça, donc n'hésitez pas. On est bon? Au fait, la protection subsidiaire consiste pour un État d'accueil, ce n'est pas votre pays d'origine, à protéger un étranger qui risque, entre guillemets, protection subsidiaire. Il faut savoir, protection subsidiaire, la peine de mort. La personne, peine de mort, exécution, torture, menace grave dans son pays. Entre guillemets aussi, on peut ajouter violence à l'aveugle. Donc, menace grave, et cette protection, si la personne obtient, il faut savoir, entre guillemets, pour ceux qui ne connaissent pas, la protection subsidiaire, elle est définie. Voilà les cas où vous pouvez obtenir votre protection subsidiaire. Peine de mort, exécution, torture, traitement cruel, menace grave dans votre pays ou encore violence à l'aveugle. Il y a la guerre, par exemple, j'habite un village X, il y a une guerre qui a éclaté et ils ont dévasté mon champ ou bien j'ai vu des bombes, j'ai fui, j'ai fait des traversées pour venir ici, donc du coup, j'ai pas demandé la guerre. Ouais, ça c'est ça, des violences à l'aveugle. Je suis un journaliste X, j'écris vraiment des articles où je critique un président Y, je ne fais que critiquer, j'écris des articles pour critiquer. Je prends un exemple, le journaliste X là, il est un opposant, bien il écrit des articles critiques un président Y comme ça, donc on cherche à le torturer, on le cherche à le captiver, donc pour l'amener en prison, il fuit, donc ça aussi, vous savez, c'est ça, il y a certains cas. Donc, et une fois que la personne obtient la protection subsidiaire, on lui octroie plusieurs droits. Le droit de séjour, droit de réunification familiale. Vous savez que si la personne est protégée, qu'importe qu'en soit le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, elle a droit à faire une réunification familiale. C'est pas regroupement familial, c'est une personne qui obtient un titre normal, un titre de séjour normal, regroupement familial. J'ai un titre de 10 ans normal, vie privée familiale, un titre normal avec membre de famille Union européenne, n'importe un titre de séjour normal, j'ai droit à faire regroupement familial. C'est juste les noms qui changent, mais c'est pareil. La personne qui est protégée en tant que protection subsidiaire, en tant que statut de réfugié, elle a droit à faire réunification familiale. C'est juste les noms qui changent, mais les méthodes, les étapes, tout c'est pareil. Cela se passe au niveau de l'OFI. Il faut demander à l'OFI, l'Office française de l'immigration et de l'intégration. Il faut demander à l'OFI, elle vous donne. Souvent c'est très long, très très long. Il y a même des visites à domicile, il y a des enquêtes, la réunification familiale. On va entrer vraiment, enfin, il y a beaucoup. Et en plus, il faut savoir que la réunification familiale, c'est juste vos époux et épouses ou vos enfants. Je ne vais pas ramener mon oncle, ma tante, mon enfant, mon neveu. Non, non, non. Et il faut savoir en plus que si vous voulez faire la réunification, on va faire aussi des lives sur ça, de réunification familiale. Il ne faut pas se tromper. Votre dossier OFRA, le dossier bleu ou le dossier rose, il y a longtemps vous avez envoyé à l'OFRA, il y a une page, il y a une partie où il y a des membres des familles. Il y a le nom de votre père, mère, il y a le nombre d'époux et là où il y a vos enfants. Il ne faut pas aussi se gauler dans ça. Merci beaucoup. Il ne faut pas aussi se gauler dans ça. Tout ça, l'OFRA transmet. L'OFRA, une fois que vous êtes protégé, tous vos dossiers, l'OFRA, elle transmet en interne à la préfecture. La préfecture aussi transmet en interne à l'OFI. Tout est transmis. Merci vraiment pour tous vos cadeaux là. Donc, il ne faut jamais gauler. Je ne veux pas... imaginons par exemple, je vous donne un autre exemple. Monsieur X obtient un statut de réfugié. Merci pour tout, vraiment, vraiment merci pour tous vos cadeaux. Merci vraiment pour tout. Obtient un statut. Ça, c'est un cas même qui est ici que je connais vraiment bien. C'est une personne vraiment proche de nous et connaît. Obtient un statut de réfugié. On est sur la protection subsidiaire, mais obtient un statut de réfugié.
Mais lors du dossier Lofra, dans son dossier vert ou bleu, il a marqué qu'il a une épouse X. Et il a obtenu le statut. Ça fait 85 ans qu'il a obtenu. Mais maintenant, paix à son âme et tout, le nom de l'épouse qui est sur le dossier que l'OFRA connaît, la préfecture connaît, l'épouse n'est plus là, n'est plus de cette vie. Donc maintenant, paix à son âme, il veut se remarier. Donc il doit faire un changement. Il se remarie, et pour ramener sa femme, donc, il doit encore retourner auprès de l'OFRA. Pour faire, l'OFRA va lui délivrer, il va vous donner des actes de décès, il veut tout. Pour tout encore, vous allez envoyer. L'acte de décès, même si de vos pays d'origine, hein, il faut les traduire. Il doit tout envoyer. Vous devez justifier, mais ça prend tellement de temps. Ça prend presque encore 2 ans ou 3 ans. Pour que l'OFRA vous change votre vrai acte de naissance et crée encore mention décès, tout dessus. De cela encore, vous pouvez faire pour ramener votre nouvelle épouse. Non, c'est comme ça. Ça prend énormément de temps. Presque 2-3 ans, voire 4 ans. C'est ça. Bien. Comme on dit, une fois que la personne est protégée, ayant la protection subsidiaire, il y a plusieurs droits qui lui sont octroyés. La personne a plusieurs droits. Les droits sociaux, droit à s'inscrire au sein de la CAF, les droits à s'inscrire pour demander logement, tous les droits sont ouverts. Droit de travailler librement, de séjourner. Mais même si vous vous inscrivez à la CAF, mais il faut savoir que pour obtenir certaines allocations, il y a des conditions. Il y a des conditions de résidence, il y a beaucoup de conditions. On ne s'inscrit pas à la CAF aujourd'hui, j'ai obtenu, je veux X, Y, je veux RSA, je veux... Non. Il y a des conditions pour obtenir toutes ces aides. Dans toute chose, il y a des conditions. Bien, c'est pas ça qu'on entre. Donc, une fois la protection subsidiaire acquise, la personne a droit au séjour, droit à la réunification familiale, des droits sociaux, tels que l'inscription à France Travail, l'inscription à des CAF, des allocations. Il bénéficie aussi de tous les droits nationaux et encore des droits de travailler sur le territoire et le droit de se déplacer. Et voilà. Bien. Qu'est-ce qu'est encore la protection subsidiaire? C'est une protection internationale offerte à un État, un étranger qui n'est pas éligible à le statut de réfugié. Ça, on va revenir encore plusieurs fois dessus. Alors que les motifs de la personne sont sérieux et avérés et qui existent. Et l'État la croit et son histoire est actuelle. Et actuelle, l'État la croit que la personne est vraiment exposée à des risques. Mais les risques pour obtenir la protection subsidiaire sont, j'en ai cité il y a longtemps ici, peine de mort, exécution, peine grave ou menace grave ou inhumaine, traitement inhumain ou dégradant ou cruel, torture, des menaces individuelles ou bien des violences à l'aveugle. Des menaces même individuelles contre sa vie pour des raisons de violence à l'aveugle. J'habite par un conflit international ou interne. C'est ça, je vous dis, des guerres, puis donc c'est juste. Bien. Maintenant, on va entrer dans les vrais fonds de justice. Donc, pour une personne, pour bénéficier d'un statut de réfugié, comme je vous ai dit, le statut de réfugié maintenant. Notre thème aujourd'hui, c'est la protection subsidiaire. Mais avant d'obtenir cette protection, il faut passer par le statut de réfugié. L'administration, l'OFRA, elle étudie d'abord. Premièrement, c'est le statut de réfugié d'abord qu'on étudie pour vous l'octroyer. Une fois que vous ne remplissez pas le cas, on vous octroie cette protection. Je reviens encore. Le statut de réfugié, l'histoire de la personne, le truc, c'est sur 5 critères. Le statut de réfugié aussi, c'est une protection internationale comme ça, comme la protection subsidiaire, mais elle est définie sur 5 critères. Ethnique, race, nationalité, religion et appartenance à un groupe social. Appartenance à un groupe social, LGBT, tous les groupes sociaux. Par exemple, même le groupe social des albinos, presque tout, en fait, des groupes sociaux. Tout. Donc, pour bénéficier vraiment, entre guillemets, de statut de réfugié, il faut que je vous parle de statut de réfugié pour que vous compreniez vraiment la protection subsidiaire.
Donc, il faut que je vous parle vraiment de le statut de réfugié pour que vous compreniez la protection subsidiaire. Donc, pour vraiment bénéficier de la protection, des statuts de réfugié, aussi c'est une protection internationale, l'étranger doit remplir les conditions suivantes. Quelles sont les conditions? Il faut faire l'objet d'une persécution, opinion politique, race, religion, appartenance à un groupe social. Ça signifie qu'il est homosexuel par exemple. Et être encore persécuté pour son engagement en faveur de la liberté de son pays. Les militants, là aussi, des militants, mais il faut avoir des cartes ou des trucs de militantisme aussi. Ou soit encore, la personne a déjà obtenu une protection des hauts commissaires, UNHCR, je vous ai dit, haut commissaire des Nations Unies et tout. Mais elle est partie, donc c'est juste ça. Maintenant, on entre vraiment dans les droits sociaux. Quels sont les droits issus lors de la protection subsidiaire? C'est ça la définition des statuts de réfugié. Si l'histoire de la personne ne cadre pas avec les statuts de réfugié, c'est pour cela l'administration vous octroie la protection subsidiaire. Dadio, vraiment, merci pour ton encouragement. Merci pour tout. Bien. Donc, quels sont les droits issus de la protection subsidiaire? L'étranger que l'État lui a accordé la protection subsidiaire bénéficie de certains droits. La France le protège, donc droit à la protection de la France, qui substitue de son état d'origine. Donc, entre guillemets, l'OPRA est garante de tout. Droit au séjour. L'intéressé peut demander une carte de séjour pluriannuelle, comme je dis, d'une durée de validité de 4 ans. Ce titre de séjour aussi lui permet de travailler, de séjourner légalement sur le territoire français sans aucune demande d'autorisation de travail. Merci pour tout. Et quand ce titre de séjour expire, à 2 mois avant son expiration, la carte de séjour pluriannuelle peut être renouvelée. Mais souvent, en fait, la loi dit 2 mois avant. Mais même si vous vous y prenez 3 mois avant, c'est rien. Mais maintenant, vu que la personne a un espace sur l'ANEF étranger, dématérialisé, on vous envoie tous les trucs automatiquement. On vous envoie vraiment tout. L'attestation de dépôt, l'attestation, toutes les attestations. La confirmation de dépôt, l'attestation de prolongation qui substitue au récépissé, tout. L'étranger aussi a le droit de demander une carte de résident d'une durée de validité de 10 ans. L'étranger a droit à la réunification familiale des membres de ses familles proches. Des membres de ses familles. Par exemple, si la personne a obtenu une protection, tous les membres de ses familles aussi obtiennent. Mais pas des familles éloignées, pas mon oncle ou ma tante. C'est des familles vraiment époux, épouses et mes enfants. Il ne faut pas commettre l'erreur que pour la réunification familiale, c'est les personnes que la personne a écrites dans la fiche de dépôt de l'OFRA, la fiche rose, en demandant une carte. Et si ces familles-là viennent, les membres de ces familles viennent, eux aussi, ils obtiennent une carte pluriannuelle, c'est écrit membre des familles des bénéficiaires ou d'une bénéficiaire de la protection subsidiaire. C'est pareil aussi, eux aussi, ils obtiennent une carte de séjour d'une durée de validité de 4 ans. Et en plus, une fois qu'il y a aussi des droits sociaux tels que l'accès au logement, je vous ai dit, l'éducation, la protection sociale et aussi soins de santé. Bien, maintenant on va venir dans les vrais fonds des choses. On a pris notre exemple, nous sommes en France. Merci pour tout. Nous sommes en France. La protection, on peut l'acquérir un peu de partout, dans des frontières, UNHCR, partout. Même dans son pays d'origine. Les gens de l'ONU peuvent vous reconnaître. Mais on prend le cas spécifique en France. Comme je dis, la seule et l'unique juridiction en France compétente de statuer, de faire tout, d'étudier donc sur les demandes d'asile en France, ça s'appelle OFPRA. OFPRA. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Qui se situe dans la région, en Île-de-France. Je pense que c'est Fontenay-sous-Bois
Donc c'est Fontenay-sous-Bois. Donc là-bas, je pense que c'est les RER Val de Fontenay. Ça, c'est des petits détails. Donc ça se trouve dans le 93, si je me trompe pas, mais c'est à Fontenay-sous-Bois. C'est la seule et unique juridiction qui peut vous l'attribuer. Si cette juridiction vous refuse, l'intéressé peut faire un recours contre sa décision et encore dans un délai de 30 jours. Et après, c'est la notification, c'est la CNDA aussi qui peut vous accorder. Après un recours, après passer devant des juges, la CNDA, ça s'appelle quoi? Cour nationale des droits d'asile. Maintenant, je pense qu'avec les trucs, il y en a presque 10. Ils veulent dématérialiser, ramener des CNDA dans des petites préfectures. À Marseille, ici, je pense qu'ils l'ont dit, c'est en septembre ici, mais je pense que donc, il y aura des agents de CNDA, donc les gens vont passer des audiences dans des préfectures. Ils veulent juste se dématérialiser un peu. Donc aussi, la CNDA, cette juridiction CNDA, Cour nationale, c'est des juges, c'est des magistrats. Donc, elle doit réexaminer la demande et statuer à nouveau sur votre recours. Et quand vous allez à la CNDA, le seul et l'unique conseil, faites-vous assister, c'est tout. Faites-vous assister par un conseil, un avocat. Bien, comme on parle de l'avocat, comment un avocat peut vous aider dans vos démarches? Un avocat est indispensable partout. On ne connaît pas tout parce que les lois françaises changent de jour en jour, de mois en mois. Donc, je vous assure, un avocat, mais pas n'importe quel avocat, est spécialisé en droit des étrangers. Ça, je le répète autant de fois qu'il le faut. Parce que les gens se mélangent, ils sont stressés, ils ont peur, ils vont dans n'importe où pour tomber dans la gueule de loup. Donc, un avocat, vraiment, il est indispensable pour vous. Mais ne vous faites pas arnaquer. Donc, il y a beaucoup d'avocats, n'importe lequel. Parfois, même certains ISPADA, ils ont des listes des avocats qui vous donnent. Mais donc, l'avocat est indispensable. Pourquoi? Parce que elle peut vous aider à obtenir cette protection par des conseils juridiques. Il peut vous aider à monter un bon dossier, établir vraiment un dossier solide. Je ne fais pas la publicité des avocats, mais il y a certains avocats qui sont humains. Il y a d'autres avocats qui sont des arnaqueurs. Il y en a tout. Il y a du tout. Donc, on ne balance pas tout, mais il y a du tout et du tout. Donc, mais un avocat est indispensable. Il y a divers types de spécialités. Il y a des avocats en divorce, il y a des avocats en droit de travail, en partout. Mais allez-y voir un avocat spécialisé en droit des étrangers. Il y a des avocats fonciers, il y a des avocats dans d'autres litiges, il y en a beaucoup. Donc, un avocat, il peut vous aider à obtenir ça. Et l'étranger, l'histoire que vous allez prouver, il faut qu'elle soit prouvée avec la réalité et l'actualité du risque. Il ne faut pas aller raconter une histoire, dormir debout lors de l'audience ou bien lors de l'entretien au niveau de l'OPRA, l'entretien qui peut durer max 2 heures, 3 heures ou 1 heure ou 45, ça diffère selon le temps, vous allez dormir debout. Votre histoire doit être en réalité, avec la réalité et l'actualité du moment, des risques que vous encourez et que vous devez prouver l'absence vraiment de protection de votre pays d'origine. Et donc, parfois, l'avocat aussi peut à mesure de vous aider aussi dans cette tâche. Pourquoi l'avocat aussi peut vous assister à l'introduction de votre demande? Et lors de votre audience au niveau de l'OPRA, l'avocat peut vous conseiller. Lors de l'audience, vous allez passer un entretien presque 45 minutes, 1 heure, 2 heures, beaucoup. Ça peut aller même à 2h45, à 4 heures, ça dépend de votre histoire. L'OPRA aussi, l'avocat peut vous assister à défendre votre cause. L'avocat, si vous allez au CNDA, elle peut former un recours devant la juridiction. Le recours, il est motivé. Alors, pour conclure, il faut savoir que la protection subsidiaire est une décision de l'OPRA. C'est l'OPRA seul. Donc, c'est juste ça aussi. Encore, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. Si vraiment vous êtes dans des situations complexes et compliquées, demandez des avis à des avocats.
Et voilà. Ben, bien. Maintenant, je vais vous donner les points clés. Les points clés vraiment à retenir. Donc, on arrive un peu les points clés à retenir. Aujourd'hui, notre thème, c'est la protection subsidiaire. Je pense que un prochain live, ça serait des live conseils. On va parler presque de tout. Les points clés à retenir sont quoi? La protection subsidiaire est une protection internationale accordée par un pays à un étranger qui risque une exécution, un traitement inhumain ou une menace, pas n'importe quoi, contre sa vie, contre sa personne, et qui ne peut pas juste remplir les conditions d'octroi de statut de réfugié. Une fois la protection subsidiaire acquise, il y a des droits issus de la protection subsidiaire. Ce sont des droits de séjourner légalement. On a pris l'exemple en France. Droit de protection. Elle a le droit à une réunification familiale. Elle a aussi droit à un logement. Au logement, il faut faire la demande sur le site de demande de logement social. Il faut se faire accompagner par des assistances sociales. Droit à l'éducation de ses enfants ou des membres de sa famille. L'assurance sociale aussi, elle peut demander des cartes vitales, s'inscrire au CPAM, au tout donc. Et droit à la santé, faire des demandes de cartes vitales et tout. Pour bénéficier de cette protection subsidiaire, l'étranger doit réaliser sa demande d'asile au niveau de l'OFPRA. C'est seul l'OFPRA, comme j'ai dit, l'OFPRA, OFPA, hein, qui est la juridiction compétente. Et vous pouvez aussi faire demande par un avocat. Elle peut vous assister. Bien. Le meilleur pour la fin. Je vais vous expliquer maintenant comment vous allez déposer vos demandes pour obtenir la protection subsidiaire. Premièrement, il y a beaucoup de cas, mais nous, on prend l'exemple de la France. Vous pouvez aussi, dans des polices de frontières, pour déposer, vous pouvez dans des consulats, dans des ambassades, même dans des frontières quand il y a des guerres. Donc c'est juste ça. La première étape, comment déposer? Je suis demandeur d'asile. Je viens d'un pays X. J'ai fait des traversées Y. Je prends l'exemple de Marseille. Je suis à Marseille. J'ai trouvé des assos, je ne connais pas. Ils vont m'orienter. Monsieur, il faut aller à l'ESPADA. l'ESPADA, c'est quoi? ISPADA. SPADA. Structure de premier accueil des demandeurs d'asile. l'ESPADA, elle est gérée par une association. C'est juste une association qui s'appelle l'ESPADA, mais c'est une association. Ici à Marseille, notre l'ESPADA, ça se trouve dans le 15e arrondissement. C'est une association. Je dois me diriger là-bas. Bonjour, je suis venu, je veux déposer ma demande d'asile. L'association va me prendre un rendez-vous sous 3 jours max ou 10 jours quand il y a l'afflux au niveau de Buda. Buda, c'est quoi? C'est la préfecture. Mais il y a un service spécial pour les demandeurs d'asile. Au sein de chaque préfecture, il y a des services. Service de nationalité, service de séjour, service de non-, il y a service de demandeurs d'asile. Ça s'appelle Buda. G-U-D-A. Guichet unique des demandeurs d'asile. Donc une fois, le demandeur, il a son rendez-vous, il se rend à son rendez-vous au Buda. Au sein du Buda, il vient au sein de la préfecture. Le Buda, ça se trouve au sein de la préfecture. Il vient au sein du Buda, qui se trouve au sein de la préfecture. Il vient à son rendez-vous. Le SPADA va lui donner un papier de rendez-vous. Vous avez rendez-vous telle date, telle heure, votre nom, prénom, non. Donc, il vient au Buda. Premièrement, au sein de la préfecture, au service de Buda, guichet unique du demandeur d'asile, il va rencontrer les personnels de la préfecture. Des agents, un agent de la préfecture va prendre sa convocation, va taper, va l'enregistrer, va prendre ses empreintes et l'agent lui pose 2-3 questions, mais de toute façon, tout ça y est. Donc, juste pour déterminer quelle procédure y est. Il y a 3 types de procédures. On va tous les voir aussi dans des labs. Soit la procédure normale, la procédure accélérée ou procédure Dublin. Prenons l'exemple, un autre exemple, M. X, il est venu moins de 1 mois. Il est venu juste 2 semaines, 1 semaine, il est venu à Marseille. L'agent des préfectures prend ses empreintes. Bien, il est venu par vol, nanani, il n'y a rien d'autre. Hop là, bingo. Vous êtes venu, vous craignez, bien, je vous donne procédure normale. Vous n'êtes pas passé par l'Italie, ni Espagne. Non. Il vous donne une attestation de demandeur d'asile en procédure normale.
C'est une attestation. On va tous entrer vraiment dans des détails, dans des vrais lives. Donc, une fois que j'ai obtenu l'attestation avec, les agents de l'OFRA, les agents de la préfecture, au sein de Buda, je sors, je vais encore dans un autre bureau, au sein du même service, il y a des agents de l'OFI. Ils vont prendre mon attestation, ils vont taper, tac, tac, tac. L'agent de l'OFI, entre guillemets, l'agent de l'OFI va décerner, ça s'appelle les vulnérabilités, entre guillemets. Donc les agents de l'OFI aussi vont poser des questions. Pour voir mes conditions, ça s'appelle les conditions matérielles d'accueil, CMA. Donc les CMA, c'est juste le logement et les allocations. Il faut savoir que l'allocation pour un demandeur d'asile, un célibataire, c'est 6,90 € ou 4 machins, entre guillemets 7 €. Et une famille ou deux personnes, c'est 14 €. En fait, ça varie. Mais donc, les agents de l'OFI vont poser beaucoup de questions pour voir est-ce que je suis malade, je ne suis pas malade. En fait, t'es santé, quoi. Pour voir, pour déterminer est-ce que dans quel type de logement on met. Par exemple, une personne enceinte, c'est ça les vulnérabilités. Une personne enceinte, malade, une personne handicapée. Non. Donc, ils vont poser tous ces genres de questions. Les agents de l'OFI. Pour voir dans quel cadre figure, il faut dire tout ça. Même si vous êtes malade. Donc, les agents de l'OFI vont me dire, ben, vous êtes célibataire, sans enfant, non. Donc, bien, on vous prescrit à l'UDA. UDA, on me donne un hébergement. C'est un hébergement, par exemple, dans un petit village. Et vous allez vous accepter. On va vous demander est-ce que vous acceptez ou pas. On va vous donner, et après, les agents de l'OFI vont me donner, dans 90 jours, dans 30 jours max, ils vont me donner tous les formulaires. Ils vont me donner une carte bleue, mais c'est une carte juste de paiement, pas de retrait. Ça s'appelle la carte ADA. Et voilà, donc aussi, cette carte, elle doit être, on va vous recharger vos allocations en recharge. Donc, vous allez, imaginons, on me donne un petit hébergement dans un petit village, ils vont tout vous donner, les billets de train, tout, les billets, les orientations, tout, pour que je vais. Et après, une fois tout ce truc terminé, j'ai terminé tout mon rendez-vous au niveau de Buda, j'y sors, je vais encore retourner à l'ESPADA. Ça s'appelle le pré-accueil encore. Ou ça s'appelle post-Buda. Il y a un autre nom. Je retourne à l'ESPADA. Pourquoi? Parce que l'agent de la préfecture au niveau de Buda, lorsqu'elle a pris mes empreintes, elle m'a donné des attestations et tout. L'agent de la préfecture m'a donné un dossier violet, ou ça s'appelle le dossier OFRA aussi. Ce dossier a renvoyé par la poste 21 jours. Le jour où on a pris rendez-vous, je dois compter 21 jours, sous 3 semaines. C'est ça ce dossier OFRA là. Je dois bien remplir, je dois bien le modeler. Bonjour, on peut demander la nationalité avec les statuts subsidiaires, s'il vous plaît. Bien sûr que oui. Ouais, je sais pas le nom là. Edemra, merci. Désolé, je regardais même pas vos questionnaires. Bien sûr que oui. Au fait, la loi dit que juste après l'obtention vraiment de la protection, vous pouvez demander la naturalisation française par décret. Mais tout se passe maintenant sur l'espace ANEF étranger. Mais la seule et l'unique condition, vous devez avoir un niveau B1, si je ne me trompe pas. Merci pour cette question. Vraiment, même les commentaires, je ne les vois pas. Donc, merci. Oui, bien sûr. C'est oui, vous pouvez. Au fait, la loi, elle est, mais il y a des conditions à suivre, au fait. Si le statut de réfugié, directement, une fois obtenir la carte, c'est pas des récépissés au marché. Une fois que vous avez la carte, vous pouvez directement déposer la nationalité française. De rien, je vous en prie. La nationalité, mais à condition que vous ayez un niveau B1. B1, c'est juste un niveau je pense que niveau lycée. Ou bien, le niveau B1, vous pouvez le prouver aussi avec des certificats. Des certificats au niveau de Alliance française. Il y a beaucoup de centres qui font passer l'examen de DELF ou de DALF. Souvent, c'est DELF. Et nous, à Marseille, il n'y en a que deux, mais il y en a, vous pouvez déposer. Au fait, la loi même dit, je prends les cas des étudiants. La loi dit que un étudiant, peu importe, je sais pas, peu importe sa nationalité, s'il vient en France, il fait 2 ans d'études et il est vraiment meilleur. Il a des moyennes de 18, de 17, il est meilleur. En 2 ans, il peut déposer. Parce que ça, c'est vraiment, c'est bon même pour la France. Bien.
Merci, vous pouvez déposer la nationalité. Et je vois qu'elle va même passer plus vite, ça dépend en fait, parce que si vous déposez, vous êtes protégé par la France. Vous déposez donc, c'est même 1000 fois, ça prend, au fait, la nation, par décret, ça diffère vraiment. Et les dossiers sont indépendants. Moi en 2021, nous avons déposé, ouais, ça diffère, oui, j'ai eu, ça diffère. En 2021, nous avons déposé pour une dame algérienne, elle a obtenu sa nationalité c'était en 2020, durant Covid, nous avons déposé pour une dame algérienne, elle a obtenu sa nationalité en 2024. Donc c'est 4 ans après. Mais pourtant, elle travaillait, elle est agente d'accueil, elle a un CDI, elle a tout. Elle est entrée en France depuis ses 13 ou 14 ans, la dame qui a elle a presque 38 ans, 39, donc on l'a déposée. Et elle travaille agente d'accueil dans une galerie Lafayette, tout. Elle travaille aussi l'agente d'accueil presque 56 ans de tout. Ça, c'était en 2020 en fait. Donc nous avons déposé, mais elle a obtenu sous 4 ans. Ça dépend. Mais étant réfugié, si vous êtes protégé, ça passe le plus rapidement. L'unique condition, si vous avez le niveau de français, et c'est tout. Vous êtes intégré vraiment, c'est tout. Merci beaucoup. Je ne sais pas, est-ce que au niveau des préfectures de Paris, est-ce que les dossiers passent vite, il y a plein de monde ou pas? Donc là, ça, je ne sais pas. Comment ça se travaille, donc ça. Bien. On parle au niveau de Guida. Une fois que Guida est terminé, la personne retourne au niveau de l'ISPADA, ça s'appelle la post-Guida. Donc, le dossier vert, ou le dossier gris, c'est vert ou grisâtre, c'est ça s'appelle le dossier OPRA. À le remplir et l'envoyer par la poste, souvent c'est les ISPADA qui vous font, et qui vous traitent ça. L'envoyer sous 21 jours, avec cachet de poste faisant froid. C'est ça ce dossier qui va déterminer les motifs. Oui, c'est parfait, merci. Et c'est pareil, les statuts, c'est une protection internationale, c'est pareil. Ouais, merci, j'ai vu. Bien, donc, une fois que vous avez obtenu ça, sur le dossier grisâtre, ils vont vous demander quels sont vos motifs. Il y a tout, en fait. Il y a tout. Il y a une partie où il y a vos coordonnées, nom, prénom, là où vous habitez, comment vous êtes entré, il y a tout. Vous êtes entré par quel moyen, date d'entrée, tout. Il y a une partie familiale, nom, prénom, nom du père, nom des enfants et tout. Et quels sont les motifs? On vous demande des motifs. Et il y a une dernière pour que vous parlez de vos craintes aussi. C'est ça, les gens disent l'histoire, mais vous allez parler de vos craintes. Bien, nous allons encore résumer vraiment en vrai français. Et maintenant, tout est dématérialisé. Vous avez l'espace. L'espace maintenant, c'est dématérialisé. Donc, l'espace usagé d'OFRA. Donc, nous allons vraiment le faire. On a beaucoup un peu détaillé. Et sur votre espace, il y a tout. Vous pouvez suivre vos progressions. L'OFRA vous contacte vraiment via l'espace avec lettres d'introduction, avec toutes les convocations et tout. Bien, c'est une petite introduction, une petite explication, mais on va vraiment parler en vrai français, c'est mieux. Une fois que vous devez vous rendre au niveau de ISPADA, structure de premier accueil pour demandeurs d'asile. Donc, l'ISPADA, ça se trouve dans chaque ville ou sous-préfecture. Donc, et alors, une fois, vous êtes déjà en France, vous devez vous présenter à l'ISPADA. Donc, le demandeur d'asile, vous devez faire un préenregistrement, préenregistré, parce que vous devez recevoir la convocation au GUDA. Comme l'ESPADA va vous donner une convocation d'un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d'asile. Le guichet unique regroupe les agents de préfecture et les agents de l'OFI. L'OFI, c'est juste pour les vulnérabilités, côté logement et allocation dessous. Agent de préfecture, c'est prendre encore l'empreinte et voir, vous détermine quelle procédure vous mettre. En France, il n'y a que 2 procédures. Normale, accélérée. Entre guillemets, Dublin, c'est autre chose. Détermination de l'État responsable. Nous allons faire encore, on a fait tout des lives, des vidéos dans tous nos YouTube, dans tout, mais nous allons encore faire des lives dessus. Donc, se rendre au rendez-vous du GUDA, et l'agent de la préfecture va enregistrer votre demande d'asile et vous délivrera une attestation. Il y a un formulaire, ça s'appelle le dossier OFRA, le formulaire grisâtre, comme je vous ai dit. Et ce formulaire, c'est à transmettre à l'OPRA, Office française de protection apatride, qui se trouve, je vous ai dit, en Île-de-France, Fontenay-sous-Bois, donc sous 21 jours.
sous 21 jours. Merci, vraiment merci. N'hésitez pas à poser des questions aussi. Vraiment, n'hésitez pas. Donc, c'est juste ça. Et c'est seul l'OPRA qui introduira votre demande. Vous allez recevoir dans votre espace les lettres d'introduction. Vous allez tous les recevoir. En fait, les suivis, ça passe via votre espace usager. Et c'est l'OPRA, comme je vous ai dit, c'est la seule juridiction qui vous octroyera le statut de réfugié si possible. Et si vous ne remplissez pas les cas d'obtention de statut de réfugié, l'on vous délivrera la protection subsidiaire, comme j'ai dit. Donc, si la personne, le statut de réfugié n'est pas accordé, l'OPRA réexaminera encore, c'est l'OPRA d'abord, réexaminera et elle voit la possibilité de la protection subsidiaire. On a défini la protection subsidiaire avec quatre trucs. Donc, et alors, si vraiment le demandeur d'asile remplit les conditions vraiment d'obtention requises, l'OPRA lui notifiera sa décision de la protection subsidiaire. Bien, je pense que merci pour tout d'être là et vous